Hello tout le monde, bienvenue dans votre podcast des Speak Vintage. Je m'appelle Clarisse et je serai votre hôte. Aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie, adoratrice des bijoux vintage depuis son plus jeune âge. Elle va nous conter son histoire et celle des trésors qu'elle déniche pour Maison Jean. Très bonne écoute. Hello Anne-Sophie! Salut! Que de chemin parcouru depuis que je t'ai acheté cette sublime robe à sequins argentés chez Mode Trotteur. Mais oui! On embrasse d'ailleurs Marie, si elle nous Marie. écoute. Je suis ravie de t'accueillir dans le podcast pour mettre en lumière et faire découvrir ta marque, Maison Jean. Moi, je suis ton compte perso depuis quelques années maintenant. Depuis la fameuse robe Mode Trotteur. Argentée Mode Trotteur. Tu es drôle, tu as des looks sublimes, très romantiques et un peu bling. Bref, j'adore. Alors dis-moi, Anne-Sophie, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, effectivement, j'étais responsable de boutique de chez Mode Trotteur pendant près de 4 ans. Et donc, pas mal de personnes vont me connaître en fait, via cette marque. Et puis, j'en suis partie maintenant il y a 2 ans et demi. Ouais. Et j'ai décidé de... j'ai beaucoup tergiversé, etc. Je savais plus trop quoi faire, ce que je voulais faire une petite etc. pause. Je voulais faire une petite pause. Et c'est en chinant, un jour, dans une brocante, je me suis dit, si je trouve 10 bijoux, tu te lances. je me lance. Incroyable. Et j'en ai trouvé 10. Incroyable. Voilà, genre le destin. Le destin, vraiment, mais j'en ai trouvé 10 pile poil et vraiment des très beaux. Et c'était ma passion depuis des années. On va y revenir, ouais. Et je me suis dit, bon bah voilà. Et donc j'ai lancé Maison Jean, donc il y a maintenant 1 an et demi. Voilà, donnez-vous des goals comme ça voilà. aussi. Faites et, une pause. En gros, si j'avais pas eu les 10, je pense que je l'aurais pas monté. Ouais, et tu les as trouvés. Voilà, je les ai trouvés et je pense que voilà, il y avait une petite étoile au-dessus de ma tête qui m'a dit... Est-ce que tu en as gardé parmi ces 10? Bien sûr. Ah bah oui, c'est que symbolique. Voilà, c'est que je porte. Les fameuses Chanel, vous les verrez en photo, elles sont sublimes. Voilà. Peut-être que je vais lui voler avant qu'elle s'en aille, je ne sais pas. Voilà. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas encore Maison Jean, donc vous pouvez retrouver depuis 1 an et demi déjà, tu m'as dit, une jolie collection de bijoux vintage qui date des années 50, au début des années 2000, fin 90. J'essaie vraiment de rester dans le vintage, c'est-à-dire d'avoir des bijoux qui ont plus de 20 ans. Ouais. Et si j'ai de la seconde main, je vais le stipuler, mais c'est parce que, alors ça m'est arrivé par exemple d'avoir des Louis Vuitton défilés 2014, je crois, et c'était sous marque Jacobs. Ouais. Et donc là, évidemment, c'était de la seconde main, mes pièces extraordinaires. Ouais. Donc voilà. Après, j'essaye vraiment, moi après c'est aussi mon goût à moi, mais j'aime les vieux bijoux des années 70-80 et j'aime les vieux bijoux Chanel des années 90. C'est ça l'univers de Maison Jean. Voilà, l'univers de Maison Jean, c'est vraiment des bijoux qui vont se voir, beaucoup de doré. J'aime le doré. Du clinquant, du clinquant. Et je veux montrer en fait que c'est pas parce qu'on a du clinquant forcément aux oreilles ou au niveau des doigts, au niveau des bracelets, etc., avec les bagues et compagnie, que on est forcément Ibiza style et ou Jet Set style, et qu'au contraire avec une tenue plus assez simple, ouais. on peut tout faire. Par exemple un collier de perles qui dégouline, etc., en accumulation sur un t-shirt gris et un jean, c'est juste un canon. Et voilà, donc c'est et pourtant il y a quand même un côté bling avec la perle, avec voilà. Bien sûr. Alors moi, ça m'arrive de mettre un peu de collier de perles, de trucs un peu bling. Bon, c'est plus du toc, hein, soit passant, que vraiment du bijou de qualité comme tu proposes. Mais c'est vrai que comme je suis déjà tellement originale en termes de tenue, j'ai tendance à pas trop mettre... Voilà, après c'est un choix, etc. C'est vrai que moi, par exemple, je ne fais que de la haute fantaisie. Ça, c'est aussi quelque chose que quand les gens m'approchent, ils vont me demander souvent quel est le grammage d'or, quelle est la pièce. C'est pas de la joaillerie. C'est pas de la joaillerie du tout. Voilà, c'est vraiment le prêt-à-porter du bijou, mais du beau prêt-à-porter. Oui, c'est ça. Je crois que tu as une anecdote sympa sur le nom de ta marque. Ouais, alors elle s'appelle Maison Jean parce que en fait, j'ai pu faire ça grâce à une toute petite partie d'héritage en fait que j'ai eu de mes grands-parents. Mon grand-père s'appelait Jean. Et que j'ai aimé, enfin mes grands-parents, Juliette étaient mes amours infinis et donc bon, déjà que ce soit eux finalement quelque part indépendamment,
c'était pour moi quelque chose de très important d'appeler ça Jean. Après, j'ai mon autre grand-père qui s'appelle Jean-Jacques, mon père qui s'appelle Jean-Pierre. Et moi, je suis une fan de Jean Cocteau et de Jean-Michel Basquiat. Donc, le prénom Jean, en fait, a vraiment m'entoure complètement dans ta vie, dans ma vie. Et si j'avais eu un enfant garçon, je l'aurais certainement appelé Jean. J'aurais appelé Jean. Ouais. Voilà, il y a un truc avec ce prénom. Voilà, c'est très beau, moi, je trouve. C'est un prénom qui est très élégant, Et donc Maison Jean, alors après, effectivement, quand j'ai démarré Maison Jean, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait des boucheries qui s'appelaient Maison Jean, qui avaient des pressings, mais je dis c'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est ton Maison Jean à toi, c'est Maison Jean dorée, c'est voilà. D'où vient cette passion pour le bijou? Alors, je pense qu'elle date d'il y a finalement peu de temps. On va dire que ça va faire depuis... J'ai vécu à New York et donc là, j'ai commencé véritablement à aimer le vintage. Mais surtout, en fait, je pense que ça remonte un petit peu plus lointain. Mon père est médecin généraliste. D'accord. Il était médecin pour un camp gitan. D'accord. À Manosque, qui se trouve toujours à Manosque d'ailleurs. Et c'était des descendants de Django Reinhardt, etc. Et donc il y avait une ambiance incroyable. C'était donc la fête, la guitare, etc. Et les femmes avaient toujours des robes longues, des bijoux extraordinaires, des foulards dans les cheveux, etc. Mais vraiment les gitans comme on les imagine, et donc... Très romanesque, quoi. Quand moi je voyais Violette, donc qui était la doyenne du camp à l'époque, elle avait toujours d'énormes boucles d'oreilles, d'énormes bracelets qui montaient jusqu'au coude, enfin, etc. Et j'ai toujours trouvé ça sublime. Et bon, évidemment, après... T'avais quel âge quand j'avais entre 10 et 14 ans. Oui, donc forcément, ça te marque une enfance, ça m'a marqué. Quoi. Après, j'ai eu ma petite période où il fallait que ce soit que du fin, etc. et compagnie. C'est très vite parti. Oui, parce que quand t'es une jeune fille, tu te dis, bon, il faut pas trop se mettre en avant non plus. Exactement. Quoi. Quand t'es au lycée, etc., c'est pas non plus évident d'avoir un look... Alors, j'en ai souffert, je comprends. Complètement affranchie, etc. Et quand je suis arrivée à la fac, là, j'ai commencé à m'amuser. Ouais. Et puis après, je suis partie vivre à New York. Et alors là, ça a été la révélation du... Ouais, t'as pu t'éclater à fond, quoi. Voilà. Ouais. Je comprends. Quel est le bijou dont tu ne te sépares pas? La médaille de ma grand-mère, qui est Saint-Rita. D'accord. Voilà. Elle te l'a offert ou tu l'as eu quand elle est décédée? Je l'ai eu quand elle est décédée. Ouais. Mais j'ai toujours vu ma grand-mère la porter. Ouais. Et c'était pour moi quelque chose de absolument nécessaire, mais vital. Mais je me disais, si je ne l'ai pas, je pourrais pas... Enfin, il y avait quelque chose... J'ai une histoire complètement similaire. Et c'était... Et comme très bizarrement, en fait, ma mère ne la retrouvait plus. Et on l'a cherché pendant un an et demi, 2 ans, presque 2 ans. Et au bout d'un moment, elle m'est apparue, elle était dans un tiroir. Elle était pour toi. Voilà. Mais j'étais très proche de ma grand-mère maternelle et il y a des trucs comme ça qui sont à elle, quoi. Un manteau qu'elle mettait tout le temps à Noël en fausse fourrure que j'ai récupéré. Elle avait des boucles d'oreilles en or, tu sais, avec genre une perle au milieu qui forme une marguerite, tu vois. Oui. C'est beaucoup vu à l'époque et elle les avait tout le temps, donc je les voulais absolument. Je l'aimais pas, tu vois, mais il y a des trucs que j'ai récupérés comme ça. Bah alors, vous allez pas le voir, mais toi, je vais te le montrer. Il y a quelque chose aussi que j'ai récupéré. C'est un des premiers cadeaux qu'elle s'est fait c'est quand elle était à Paris. Parce qu'elle a vécu à Paris, ma grand-mère, donc on avait ça aussi en commun. C'est un poudrier en nacre. Bon, il est un peu cassé maintenant. Mais il y a encore de la poudre dedans. Et je pense que ça a dû lui coûter une fortune à l'époque. C'est tellement joli. Mais ça, c'est quelque chose que je garde, quoi. Vraiment, je le chéris, quoi. Je le prendrai en photo. Mais c'est vrai, je le chéris, quoi. Tu vois que t'as Made in France ici, t'as encore la poudre. Non, c'est sublime. Je le garde, quoi. Non, mais voilà, c'est des choses comme ça. C'est pareil, j'ai une chemise Balmain de mon grand-père rayée, etc. Enfin, voilà, que j'ai récupéré. J'ai récupéré ses casquettes parce qu'il mettait toujours des casquettes. Je n'aimais pas les casquettes, hein, mais les avoir, mon autre grand-père portait toujours une cravate en cuir noir. Voilà, j'ai récupéré la cravate en cuir noir. Ça fait partie des... Ça te nourrit, en fait, parce que ça fait partie de ton identité. Exactement. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est vrai que si j'avais... Alors, elle est avec l'alliance de mon autre grand-mère, ma médaille Saint-Rita. Mais effectivement, dès que je l'ai eu, j'ai eu comme un sentiment de soulagement en disant c'est bon, t'es avec ma mamie. Voilà, un apaisement. C'est un apaisement total. Voilà. Je comprends. C'est quoi ton goal ultime, la pièce que tu désires le plus? Alors, je pense que j'aimerais énormément, mais énormément, un collier de perles des années 90, Chanel.
Ah oui, les sautoirs, mais ils ont fait une nouvelle édition là, cette année, je crois que c'était au printemps. Et voilà, c'est plus pareil. Vraiment, voilà, je préfère l'ancien, mais après, le problème, on en discutera peut-être tout à l'heure avec Chanel, il y a un gros souci avec Chanel et les prix. C'est-à-dire que le vieux, le vintage, est quelquefois même plus cher que le récent. Et par exemple, pour les sacs, ça s'explique parce que les fermoirs de l'époque étaient en or, en papier or, ce qui n'est plus le cas maintenant. Exactement. Donc forcément, et puis un Chanel, c'est finalement, alors pour ceux qui ne veulent pas investir dans l'immobilier, investissez dans du Chanel, Exactement. parce que ça ne déperd jamais de sa valeur. Au contraire. Ou un sac Kelly, Hermès, voilà, ça fait Alors partie Hermès, faut se vendre la moitié des organes, mais oui, c'est sûr que Chanel... Mais voilà, donc ça fait partie justement du problème, entre guillemets, ça fait partie des choses un peu compliquées dans le bijou haute fantaisie. C'est que moi, j'adore les bijoux Chanel années 90, mais ça vaut 2000 euros. Et même moi, à l'achat, quand j'arrive à les choper, etc. Et après, il faut pouvoir les revendre, quoi. En fait, voilà, il n'y a pas de décote forcément, et c'est vrai que c'est compliqué, c'est très compliqué d'en trouver. Mais voilà, pour toi, c'est ce qui est le plus difficile à trouver, là, c'est du Chanel, quoi. C'est du Chanel en ce moment, à des prix raisonnable, c'est-à-dire qu'effectivement, je pourrais en avoir, mais je mettrais 3000 euros, enfin, c'est pas intéressant. Voilà. Et il vaut mieux aller en boutique et s'acheter finalement. Oui, parce que de toute façon, tu sais que ça perdra pas de la valeur non plus dans 10 ans. Exactement. C'est vrai que par contre, est-ce qu'en termes de qualité, ce qu'ils proposent maintenant est la même qualité que celle qui était faite avant? Bah non, tu vois, c'est aussi ça qui fait que c'est toujours aussi bien d'acheter du Chanel maintenant en boutique si vous achetez du neuf, mais c'est vrai que ça aura pas la même valeur déjà, je pense, de trouver une pièce Chanel à un prix raisonnable en vintage. Et ça aura pas la même qualité, clairement. Exactement. Alors après, on peut en trouver. On peut trouver des pièces Chanel à des prix... Je les ai pas apportées là aujourd'hui, mais j'ai d'autres boucles d'oreilles Chanel, pas aussi grosses que celles que je porte, mais qui sont dans les 400, 500 euros, etc. Donc un peu plus abordables, entre guillemets. Mais elles sont plus vieilles que les années 90. Donc forcément, ça... Les années 90, c'est un peu le Graal. C'est un peu le Graal. Je suis née dans les années 90, je suis d'accord. Et c'est là, en fait, où il y avait du bling. Les bijoux étaient hyper gros, etc. Et ils étaient beaux. C'est vraiment partie de la tenue. Et après, je suis aussi absolument fan des bijoux Saint-Laurent, des années 70, début 80. Parce qu'en fait, Saint-Laurent, c'est le premier à avoir dit le bijou fait partie de la tenue. Et donc à faire du bijou fantasy. C'est le premier à être sorti un peu du côté joaillerie et donc de faire des grosses ceintures, des grosses... la fantaisie la fantaisie, des gros colliers, des grosses... Et ça aussi, c'est assez compliqué à trouver. Mais on en trouve un petit peu plus parce qu'il y a eu plus de production en fait que j'ai. Donc voilà. Du coup, toi, tu chines à la pièce. Où est-ce que tu déniches tous tes trésors? Alors, il y a plusieurs endroits. Hier j'étais à une brocante, typiquement. Là c'est la saison. Voilà, c'est la saison. À partir d'avril, généralement, ça démarre. Donc c'est quitte ou double, la brocante. Voilà, c'est soit ils te vendent au prix du marché, donc pour moi c'est pas intéressant. Donc voilà, mais vous pouvez trouver des très belles pièces et faut avoir l'œil. Aussi parce que des bijoux il y en a partout. Est-ce qu'il tient bien aux oreilles? Oui, c'est ça. Est-ce que le fermoir tient? Voilà, il faut quand même tout regarder. Puis si c'est signé, est-ce que c'est la bonne signature? Est-ce que c'est pas un faux? Par exemple, hier je suis tombée sur un collier en perles Chanel avec un gros double C, etc. Et en fait, il y avait marqué 100. Et en fait, c'était pour les 100 ans. Ils avaient fait un défilé exprès. Et en fait, c'était un gift pour les gens invités au défilé. Donc en fait, en gros, c'est de la camelote. C'est ça. Mais sauf que c'était vendu à un prix Chanel. Donc ça, faut faire vraiment attention. Après, quand on commence à s'y connaître, et on va connaître les signatures, les tampons. Est-ce que tu as justement une astuce pour nous qui sommes novices pour être sûr que le bijou qu'on achète en brocante est de qualité? Alors, le prix ne veut rien dire. Ça peut être... là, j'ai trouvé des pépites absolues à 5 euros. Elles sont incroyables. Elles sont vraiment très très belles. Une facture magnifique, etc. Mettez-les, essayez-les. Ok. Voilà. C'est le seul truc que je peux vous donner vraiment. C'est après, c'est selon vos goûts. Moi j'ai mon style à moi, mais c'est vraiment surtout de les essayer pour les boucles d'oreilles et de regarder si le collier, le fermoir tient bien. Ok. Voilà, ça c'est important. Après, moi je fais beaucoup de ventes aux enchères.
Ouais. Voilà, les ventes aux enchères, mais pas Drouot, évidemment, parce que Drouot est trop connu et finalement on finit par les payer comme si on était allé chez Hermès ou Chanel. Il n'y a pas d'intérêt, pas vraiment d'intérêt. Les frais d'enchères sont excessifs, etc. Oui, puis toi, il faut prendre en compte aussi que tu revends le bijou derrière, donc ça sert à rien non plus d'investir trop si tu sais que tu pourras pas le revendre à un prix correct. Par exemple, je ne surstocke pas. C'est vraiment un truc, c'est que j'ai un cabas Jacquemus que j'ai chiné en brocante et je me suis dit, il faut jamais que ça dépasse ça. Ok, voilà, intéressant. Comme ça, au moins, je ne suis jamais dans le surstock parce que c'est le stock. On connaît tous que c'est vraiment le... Et encore, t'as du bol, c'est des bijoux, pas des vêtements, donc c'est quand même à stocker pas pareil. Mais même, bon, d'un moment, finalement, on se retrouve avec des bijoux, des tonnes de bijoux, et après, on sait plus quoi en faire. Les gens les oublient, il faut faire des pop-up, etc. Enfin, finalement, ça nous coûte plus d'argent que si on en a peu. Et donc voilà, j'ai ce cabas Jacquemus et j'essaye vraiment de faire en sorte de pas dépasser, de pas déborder trop. Et ensuite, donc oui, je vais faire les ventes aux enchères, mais sur Internet et en Provence. Ok. Et aux États-Unis, au Japon. Ok, voilà. Là c'est intéressant. Là, États-Unis, Japon, c'est extrêmement intéressant pour le Chanel et pour les Saint Laurent. Oui, parce que eux ont des pièces d'archives qui traînent dans les placards. Exactement. Voilà. Donc ça c'est et ensuite la Chine prend beaucoup de temps. Oui, pour tous ceux qui travaillent dans le vintage le savent, c'est évident. Ça prend énormément de temps de chercher, de trouver la bonne pièce, etc. Et puis d'avoir une vraie expertise sur le bijou, finalement, c'est un travail de recherche aussi en amont. Exactement, il faut que je connaisse les marques, il faut que je connaisse les périodes, les bonnes périodes, et donc même aux enchères. Alors après, on peut avoir des déconvenus. Là, je viens de trouver une paire de Saint Laurent absolument sublime. Le vendeur me l'envoie pas. Ah oui. Donc voilà, il peut y avoir des déconvenus comme ça. Ouais. Mais bon, après, ça arrive et c'est pénible. C'est pénible. ça fait partie du jeu, mais c'est pénible. Voilà. Donc on a compris pour toi, Chanel 90, hyper dur à trouver. Mais pour toi, quelle est la meilleure marque de bijoux vintage ? La meilleure marque de bijoux vintage, c'est Monet. Ok. Monet, donc M-O-N-E-T. Ouais. Donc, qui date des années 60. Le tout début de Monet, c'est les années 60, fin 60. Et en fait, c'est la première marque à avoir décidé de créer des bijoux qui ne soient pas de la joaillerie. Ok. Qui soient vraiment de la fantaisie et pour habiller les femmes, car les femmes dans les années 60 ont commencé à travailler. Oui. Voilà. Et donc... elles avaient leurs petites boucles d'oreilles qu'elles enlevaient pour répondre au téléphone. Exactement. Elles avaient leurs beaux colliers, etc. Enfin voilà, c'était... bon, on va pas se leurrer, elles étaient toutes secrétaires ou... voilà. Mais voilà, c'était la première marque, finalement, à se dire... le bijou fantaisie a quelque chose. Ouais. Voilà. Et on n'est pas obligé d'avoir une rivière de rubis, de diamants. Puis souvent, en plus, les bijoux ont toujours coûté assez cher. Et je pense que ça permettait aussi aux femmes d'être plus accessibles. Voilà, exactement. C'était des bijoux qui étaient accessibles, qui étaient pour leur salaire, beaux, et qui avaient une... Enfin, moi aujourd'hui que je trouve, Monet, alors il y a Monet, Napier, Trifari, etc. Ce sont que des marques new-yorkaises. Monet est une marque new-yorkaise. Ok. Et donc en fait, pourtant. Mais... Voilà, le bijou fantasy a démarré aux États-Unis à New York. Ok. Et en France, c'est arrivé quand à peu près ? En France, c'est arrivé avec Saint Laurent. Ok. Avec Saint Laurent dans les années 70, quoi. Voilà. Ok, donc on a quand même déjà 10 ans dans la Et Saint Laurent a fait beaucoup de ses bijoux dans les ateliers de Monet. On pense beaucoup Goussens, mais non, Goussens c'était beaucoup Chanel. Et en fait, il n'y a pas tant que ça. Il n'y a pas autant de bijoux Saint Laurent qui sont faits dans les ateliers Goussens. C'est beaucoup dans les ateliers Monet. C'est des ateliers qui sont toujours en fonctionnement C'est toujours... alors non, maintenant ça c'est... Alors quoique peut-être Monet, je dis pas de bêtises. Oui, c'est Trifari et Napier qui n'existe plus. Monet peut exister encore, je crois que ça a été racheté, c'est un nouveau nom. Mais les ateliers étaient en Allemagne. Ok, d'accord. Félicitations. Voilà. Ouais. Ok. Pour toi, qu'est-ce que le bijou apporte de plus à une tenue ? Ça fait tout.
Non, mais non, sincèrement, ça fait tout. Je trouve sincèrement que d'avoir, même si c'est des bijoux de famille, des bagues de sa grand-mère ou des colliers de sa grand-mère, ou juste même une petite puce d'oreille, etc. Enfin, ça illumine tout de suite une tenue. Ça finit une tenue. Au même titre finalement qu'une veste ou une paire de chaussures ou un sac à main, quoi. Exactement. C'est vraiment... Ouais. Ok, je comprends. Où est-ce qu'on peut acheter les bijoux Maison Jean? Alors, pour l'instant, en fait, ça peut évoluer. Mais au départ, j'avais envie de faire un site internet. Puis je me suis assez vite ravisée parce que je me suis dit, oulala, je vais m'en retrouver encore dans un très fond Google. Et puis... et la gestion à faire. La gestion, les fiches produits, etc. J'étais pas forcément assez patiente pour le faire. Et j'ai commencé par Instagram, tout simplement. Et les gens me contactaient directement en MP. J'ai commencé à faire des lives. J'ai un Instagram assez vivant, voilà, avec où je fais des lives, où effectivement je suis assez nature peinture, donc du coup ça peut être assez drôle. Souvent moi j'arrive pas à mettre mes colliers, donc du coup voilà c'est et donc généralement voilà je montre ce que j'ai reçu de nouveau. Par live. Et ensuite, si quelqu'un est intéressé, vient en MP. Et me demande en fait plus de photos. Et après, ça fait j'ai sum up. Ok, tout simplement. Voilà, tout simplement, j'ai sum up et j'envoie un lien de paiement sécurisé. D'accord. Et où les gens me font un virement s'ils préfèrent le virement. Et après, j'ai des personnes qui sont plus sensible à avoir une plateforme, etc. Donc j'ai créé un petit Vinted, Vinted Pro pour Maison Jean, où je mets pas tout. D'accord. Mais je vais mettre quelquefois quelques pièces. Si une personne est intéressée, je vais les mettre parce qu'elle veut une assurance, s'il y a un problème, etc. Ce que je comprends tout à fait. Puis en plus, il y a la vérification de produits maintenant sur Vinted. Exactement. Donc ils savent que c'est du vrai Chanel, que c'est du vrai Dior, que c'est du vrai Saint Laurent, et donc voilà, j'ai créé cette petite plateforme pro sur Vinted juste pour effectivement permettre aux gens d'avoir une assurance. Je suis tout à fait de confiance, mais je comprends tout à fait que bien sûr, les gens qui connaissent pas, et bien sûr, voilà. Surtout quand on parle de montants qui sont parfois un peu élevés, c'est du luxe, et tout, je comprends complètement. Du coup, tes clients, ils sont principalement français ou aussi étrangers? Alors oui, je vais avoir 70% de français. J'ai pas mal de Suisses. D'accord. Et j'ai il y a de l'argent là-bas. De l'argent suisse. Et j'ai aussi beaucoup de clients du Brésil et des États-Unis. Ok. Voilà. Comment ça pourrait s'expliquer selon toi? Parce que le Brésil, en fait, tout ce qui est clinquant, le Brésil, les États-Unis, ils aiment ça, je pense. Ouais. Donc du coup, c'est pour ça, généralement, ils arrivent un petit peu par hasard sur ma page, parce que j'ai été repostée par quelqu'un, etc. Les États-Unis, c'est plutôt finalement dans la continuité du fait que le bijou fantasy du coup est apparu là-bas, donc du coup, il reste très. C'est ça. Ouais. Voilà, ils aiment ça et ils aiment. Finalement, il y a aussi une culture très française finalement avec le bijou, parce que les États-Unis l'ont perdu un petit peu pendant une période, et la France a repris le truc, et donc il y a quand même une image assez couture française avec ce Chanel. Donc et surtout aussi il y a Jackie Kennedy qui a été une muse pour énormément de personnes et qui portait pour le coup de la vraie joaillerie, portez pas de la fantaisie, Jackie, mais il y a une marque qui a repris en fait tous les bijoux, qui s'appelle Camos & Cross, qui a eu la possibilité, en fait l'accord de répliquer en fait les bijoux de Jackie Kennedy en fantaisie. Ok. Donc en fait il y a plein de, j'en ai quelques-uns, je n'ai pas porté, je crois pas, mais voilà c'était ceux qui étaient autorisés en fait à reproduire les bijoux. La certif, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que les États-Unis il y a une notion du bijou aussi qui est elles aiment bien avoir les grosses bagues, voilà, c'est je te prends. Du coup, ici, pas de langue de bois, on parle de tout. Je sais que tu travailles aussi à côté, Maison Jean n'est pas ta seule activité. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ça? Alors, je pourrais faire de Maison Jean ma seule et unique activité. C'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ça marche bien. Voilà, ça marche. Je pourrais faire des déballages en brocante, ouvrir une petite boutique,
ou me mettre en collaboration avec quelqu'un. Et je pourrais tout à fait me mettre à 100% sur Maison Jean, mais personnellement, moi, j'ai besoin en fait de pouvoir m'évader et faire autre chose. Donc, je pense que tu te nourris aussi socialement de faire plusieurs choses. Quoi. Exactement. Et donc, je sais que si je fais que Maison Jean, au bout d'un moment, je vais me lasser. D'accord. Je me connais. D'accord. Et non pas des bijoux, mais du côté entrepreneuriat, etc. Donc, je travaille dans une galerie d'art. Ok. Est-ce que tu as le droit de nous dire laquelle c'est? Bien sûr, c'est Atelier Véron, qui se trouve au 31 rue Véron, d'où son nom. Et on est spécialisé dans l'art brut et l'art singulier. Super. Donc, moi, j'ai aucune connaissance en art. Alors, l'art brut et l'art singulier, ce sont les arts qui sont un peu hors normes, qui sortent... plutôt modernes, du coup. Voilà, donc c'est très contemporain, mais on sort de la catégorie art contemporain parce que souvent ce sont des autodidactes. D'accord. L'art brut, selon Dubuffet, était l'art des aliénés. Donc voilà, il y a tout un process en fait, et on aime beaucoup avec ma collaboratrice Aurélie, le monde de l'enfance, du rêve, des contes, etc. Donc on va travailler avec des dessinateurs absolument. Du coup, c'est pas ta galerie, mais tu y travailles, et c'est quoi ton rôle du coup? Responsable de la galerie. D'accord, ok. Quand même. Responsable. Quand même. Charlotte York dans Sex and the City, quoi. C'est ça. Bien. Ton histoire d'amour avec le vintage, donc ça a démarré à New York. Ouais. Tu avais quel âge? Et ça a démarré par quoi? C'est quoi le premier truc vintage que tu as eu? Alors, le premier truc vintage que j'ai eu, c'est un truc qui ne me ressemble absolument pas. D'accord. Comme quoi? Mais comme quoi. En fait, quand je suis partie vivre à New York, c'était en 2010. D'accord. Et juste à côté de chez moi, on habitait Soho avec mon mari, on n'avait pas encore d'enfants, etc. Vous aviez quel âge? On avait 30 ans tout pile. Ok. Ouais, 29-30 ans. Enfin, ouais, 30 ans. Et donc, c'était la belle vie, effectivement. On habitait à Soho, en tout petit appartement, mais voilà. Et juste à côté de chez moi, il y avait un truc qui s'appelle... Voilà. Juste d'amour, d'eau fraîche et de vintage. Des soirées sur les rooftops avec nos amis, etc. Enfin, c'était vraiment la belle vie. Et puis... juste à côté de chez moi, il y avait une boutique qui s'appelait Second Time Around. Ok. Et puis je marche, etc. Et je vois qu'il y en a eu aussi à Chelsea, etc. Et puis bon, voilà, je me dis, tiens, c'est rigolo. Et effectivement, je vois qu'il y a des vestes Chanel, etc. Je me suis dit, ah oui, c'est un truc de fripe. Parce qu'à l'époque, oui, en fait, c'était la fripe. Même dans les années 2010, hein, c'est pas si loin que ça, mais vintage n'avait pas vraiment encore cette cote qu'il a aujourd'hui. C'est très niche. Et donc, du coup, oui, je prenais ça un peu pour de la fripe en me disant, c'est de fripe. Et puis bon, après, je me suis dit, de toute façon, Chanel restera Chanel, voilà, etc. Burberry restera Burberry. Et puis j'avais un mariage. Et je passe en fait donc devant le Second Time Around qui avait à côté de chez moi à Soho, et il y avait des Louboutins. Pour ça que je dis, c'est vraiment un truc qui me ressemble pas du tout. En 35,5, parce que je fais un 35,5. Ce qui doit être quand même assez dur à trouver. Voilà. Et en fait, qui n'avait jamais été porté. Okay. Et j'ai trouvé à $70. Ce qui est quand même... Donc du coup je me dis, bon bah génial, etc. J'ai des Louboutins, j'ai jamais réussi à marcher avec, hein, vous vous doutez bien. Je les salons, je souffre. Voilà, je n'ai jamais réussi. Vous savez, mon premier achat vintage que j'ai toujours. Ah, c'est-à-dire que en fait, tu le gardes. Ouais. Et, je garde mes escarpins Louboutin. Ouais, parce que c'est mon premier achat en fait dans une boutique vintage, et à ce moment-là, j'ai compris en fait qu'on pouvait trouver des trésors. Ouais. Voilà, clairement. Et donc j'allais dans plein de boutiques. Alors j'ai perdu les noms parce que maintenant c'est comme ça. Bien sûr. C'est un moment que je suis rentrée. Et je suis rentrée, c'était en 2016. Donc voilà, mais... vous un banque. Hein, au moins tu peux dire j'ai une paire de Louboutins. J'ai une paire de Louboutins. Voilà, en 35 la classe. Sachez que voilà, c'est la classe. Pour $70. Quelle est la pièce que tu as laissée dans une boutique de vintage un jour et que tu regrettes encore? Je crois que c'est une pièce Chanel. C'était en fait, je l'ai pas prise parce que je me suis dit, mais rose, je la mettrai jamais. C'était une veste sandwich Chanel. Ouais. Et elle était pas chère. Elle était genre à 1 000 €, 1 500 €, sachant qu'une veste sandwich Chanel en vintage, c'est 3 500 à peu près. Et
Et je me dis non, je la mettrai jamais. C'était Rose Barbie, etc. Génial. Moi, je l'aurais mis, je te le dis tout de suite. Et je me suis dit non, mais quand même, 1500, c'est quand même un investissement, etc. Et je suis partie. Et j'étais revenue 3 jours après, c'était encore à New York et elle était partie. Et ça, voilà. C'est le risque dans le vintage. Voilà. Ça arrive souvent. Et donc, je me dis que... Alors, après, j'en ai retrouvé une autre. Que tu n'as pas prise. Et si. Que j'ai prise cette fois-ci, mais c'est un boléro. On apprend de ses erreurs. C'est un boléro en tweed de chez Chanel. Donc, il y a la date, je sais plus quelle est la date exacte, en fait, Trop bien. De Chanel Collection. Chanel avec etc. Et avec le numéro de série qui permet de retrouver, etc. Trop bien. Et donc, c'est un boléro, c'est pas hyper évident à porter. Mais tu le portes quand même souvent. Mais en fait, quand j'ai des robes hyper larges, j'adore mettre le boléro parce que du coup, ça casse. Oui, ça casse un peu le... Mais cette fois-ci, je me suis dit, je me laisse pas avoir. Je l'apprends. Et pour le coup, elle était à 700... Enfin, le boléro était à 700 €. Donc, ce qui est très raisonnable. Vraiment très raisonnable pour une belle Chanel. Est-ce que tu considères du coup que c'est la plus belle pièce que tu possèdes ou t'en as une autre qui te... Que ce soit maroquinerie ou vêtements même bijoux. Je pense que... Non, la plus belle pièce que je possède... C'est difficile à dire ça. Je pose pas des questions faciles dans le podcast, sinon ça serait pas drôle. Tac. Je pense que j'en ai quand même plusieurs. Sachant que la plus belle pièce, c'est pas forcément celle que tu mets le plus ou la plus chère, mais c'est un truc que je te dis, ouais, c'est ma plus belle pièce. Je dirais que c'est quand même mon sac Chanel. Ouais. Un classique, quoi. Un 2,55, etc. Qui se repose parce que tu as sorti le panier, il alors, était en temps. fait, alors, tout le monde se fout de ma gueule avec ça, mais je le mets en hibernation l'été. Oui, non mais tu as raison. Et en fait, je trouve qu'avoir un sac Chanel et en plus la chaîne qui frotte sur le cou, etc. Ouais. Quand il fait chaud, c'est insupportable. C'est preuve de riche. Et en fait, je trouve qu'en été, il n'y a rien de plus beau qu'une tenue avec un panier en osier. Je suis d'accord. Donc en fait, Chacha est dans un petit écrin tout doux, dans un tiroir, et il sortira au mois d'octobre prochain. Au mois d'octobre. Très bien. Voilà, on a pris date, c'est parfait. Et t'as plusieurs paniers, parce que pour le coup, moi j'ai une collection assez impressionnante de paniers. Alors j'ai que celui-ci qui vient de chez Rouge. D'accord. Voilà. Ok. Et qui a une forte inspiration vintage d'ailleurs. Ouais. Et mais ça va faire 5 ans que je l'ai. Hein, donc, Alors moi j'arrive pas à m'arrêter. Hein. J'en vois un, je me dis j'ai pas cette couleur, si j'ai pas ce modèle, j'ai pas cette forme. Mais après, je suis toujours, effectivement, comme toi, en quête du panier parfait. Ouais. C'est un peu comme le t-shirt blanc ou la bonne chemise. Bah après, tu cèdes comme moi et tu te dis, en fait, ils ont tous leur perfection, tu vois. Ils m'apportent tous un truc. Mais donc là, effectivement, je cherche qu'il commence quand même à partir un peu en lambeaux sur les coins, etc. Donc je cherche qu'il a été aimé. Mais par contre, je n'irai pas sur du Loewe ou du Céline qui non, du marketing. Vraiment, ouais. Moi non plus, je dois avoir j'ai un petit panier Rocco Barocco que je n'ai pas encore sorti parce que vu le temps qu'il faisait, bon, c'était pas là. Mais par contre, j'ai pas de panier de marque. C'est vraiment des paniers que je chine en brocante, qui sont un peu laissés sur... Bah oui, c'est les meilleurs, c'est ceux qui ont le plus de souplesse, c'est les... Et puis, il faut pas... Puis ils ont déjà une histoire pour certains. Voilà, puis il y a des jolies marques, en fait, qui récupèrent aussi de la paille, etc. Il y a vraiment un côté aussi éthique dans le panier, et donc non, il faut aller... Alors, en tout cas, c'est ce que j'aime. Moi, c'est le côté un peu... J'ai un Rocco Barocco et j'ai un Vanessa Bruno. Oui. Parce que tout le monde était un peu obsédé par les sacs Vanessa Bruno à une époque. Mais moi, vraiment, ce sac en raffia... Oui, ils sont très bien. Il est là. Il a repris le voix. C'était vraiment ce que je voulais. Et ça a été un cadeau, l'un des premiers cadeaux de mon mari, du coup. Vraiment, genre... non, mais par contre, il est seconde main. Je tiens à le dire. Ah, mais après, voilà, moi, le rouge que j'ai là, je crois que je l'avais trouvé sur Vinted déjà à l'époque. Hein, donc, c'est... Oui, en fait, en seconde main, là, justement, j'ai mis panier en osier en recherche. Maintenant, il y en a et donc, du coup, j'en ai des millions qui m'apparaissent chaque jour, mais je sais que j'en trouve rien à un moment ou à un autre. Oui. Alors, moi, je cherche toujours le panier qui soit véritablement l'inspiration de Jane Birkin, tu sais, le dur avec le... Voilà. Je veux y mettre ma bouteille de rouge comme elle dedans, voilà. Oui. Je trouve ça génial, quoi. Le rouge que j'ai, là, a un peu cette forme-là. Ouais. Un peu cette forme-là, c'est pour ça que je l'avais pris.
Voilà. Ton obsession du moment, c'est quoi? Je crois savoir que en ce moment, tu remets pas mal de bandeaux. Oui, alors j'ai un truc, mais vraiment un truc avec les chapeaux, les bonnets. Alors déjà en hiver, je suis la reine du bonnet, Du béret. de la casquette, de marin, J'adore. etc. J'adore ça. En fait, j'ai les cheveux un peu raides. Et donc, je trouve que ça donne un peu de volume à ma tête. Ça complète un look. Et effectivement, je suis à la recherche en ce moment de... Alors, je me suis plantée. J'ai acheté sur Etsy, etc. des trucs qui étaient très moches. Mais finalement, voilà, de serre-tête un peu... vintage, quand vous pouvez trouver un petit peu dans les années 50, etc. Ou les gros turbans. Et alors, je veux pas mettre les turbans parce que... Moi, j'en mets. Toi, J'adore. t'en mets. Ouais. Et moi, ça s'en va sans arrêt. En fait, je dois pas avoir une forme De tête qui hyper ronde. Et donc, du coup, c'est à chaque fois, ça s'en va, etc. Alors que le serre-tête, ça marche très bien. Moi, j'aime bien les foulards noués, les turbans. Je me suis remis aussi par rapport à ma coupe de cheveux, je pense, parce que quand j'ai pas envie de me coiffer, bon, bah, c'est quand même très pratique, quoi. C'est très pratique. Je me mets le turban, mais voilà. Et les chapeaux et les bonnets, j'adore ça. Bonnet, c'est un peu moins difficile, quoique. Mais les chapeaux, pour moi, c'est une torture parce que j'ai vraiment une toute petite tête. Oui, moi, Et j'ai vraiment du mal à trouver ma taille, quoi. Donc, bon, là, j'en ai acheté un sur Vinted, on va voir ce que ça donne. Mais... Et en fait, il faut connaître son tour de tête. Moi, je sais que je fais un 55. Donc, c'est pareil, c'est tout petit. Et généralement, les marques commencent au 56. Ouais. Et donc, c'est ça que... donc du coup, là, j'ai le chapeau qui est plus... Ouais, c'est ça. Mais après, il y a des techniques pour les bloquer, mais c'est quand même pas non plus évident, quoi, de se trimballer avec du double face sur la truc. Alors maintenant, j'ai vu qu'ils faisaient aussi des réglables. Oui, avec des nœuds. Des nœuds. C'est ce que je vais essayer, là. On va voir. Mais voilà, donc je suis une fan. Alors aujourd'hui, j'en ai pas, mais voilà, très Blair Waldorf, finalement. Ouais, tout à fait, exactement. Voilà, j'adore ça. Voilà. Ah, bah, j'adore aussi. Effectivement. Alors après, je sais que Prada avait sorti des certaines, etc. et compagnie. Mais bon, de là à mettre 500 balles dans un certain, faut pas déconner. Donc, faut se calmer. Enfin, pour moi, en tout cas, après, tout le monde fait ce qu'il veut, mais pour moi, c'est quand même assez compliqué. Donc, j'essaie de trouver des RZ. Voilà, bah si jamais appel à toutes mes amies dans le vintage, si vous avez des serre-têtes, je suis preneuse. N'hésitez pas. Chez toi, c'est vintage ou c'est moderne? C'est très vintage. Ouais. C'est très très vintage. Tu chines tes meubles? Et je chine mes meubles, je chine ma déco. Après travaillant en galerie d'art, du coup, j'ai pas mal d'œuvres. J'ai une période assez photo, donc j'ai pas mal de photos de mode que j'ai chiné pareil en maison de vente, etc., que mon père aussi m'a offert, etc. Ouais. Après, j'ai des lithos aussi que j'aime beaucoup. Voilà, donc c'est très brocante. Quelle décennie à peu près? Pas méga vieux. Soit c'est 19e. Ouais, c'est carrément vraiment très vieux. Soit c'est les années 80-90, quoi. C'est pas forcément... J'ai pas la... Alors si dans la chambre, j'ai une petite lampe fronde orange des années 70, mais c'est pas l'intégralité. Ouais, j'essaye de faire mon salon en mode années 70, mais par contre, tout le reste de la maison est plutôt d'inspi... Alors, j'ai essayé de créer des univers un peu différents, tu vois. Mon dressing, qui est aussi mon bureau, j'ai complètement en mode boudoir Marie-Antoinette, j'ai fait que du rose et du bleu, enfin vraiment, là, il faut que je peigne encore en forme de nuage et tout, mon plafond, mais bon, c'est très inspiré Marie-Antoinette, j'y tenais, j'adore Marie-Antoinette, voilà. Tout le reste, après, de la maison est plus inspi, genre mexicain rustique, tu vois, j'aime bien mélanger les deux. Déjà parce que je voulais une maison très colorée, donc on ne m'arrête plus, là. J'ai un pinceau dans la main, je te peins tous les murs, là, donc je n'en peux plus. Et après, par contre, le salon, je voulais vraiment faire 70s et j'ai réussi à trouver sur le Bon Coin un canapé en cuir orange, orange sanguin, mais il est incroyable, avec une méridienne et tout, très rond. Je voulais pas un canapé droit et j'ai réussi à le trouver mais, pour 300 balles, ce qui est miraculeux. C'est miraculeux parce qu'effectivement... Il n'est pas de première fraîcheur, mais bon, de toute façon, j'ai 2 chiens, donc on va faire un choix. Mon rêve était d'avoir un vieux IMS fauteuil à bascule, etc., que tout le monde connaît. J'adore. Mais je le voulais mettre lacé. Et en fait, c'était très difficile à trouver. Donc finalement, j'ai fini par l'acheter neuf. Mais c'est une réplique. Donc c'est un vrai IMS, mais c'est une réplique des années 60. Donc il est orange, pareil, etc. Donc j'ai fait toute ma déco orange et bleu marine, etc. Vous allez autour de ça, quoi. Trop bien. Je sais que tu as 2 adorables filles. Ouais. Elles consomment vintage de seconde main aussi? Complètement. Ok. Là, par exemple, on a fait une razzia chez Family Affaires.
Ok. C'est super. Franchement. Elles ont quel âge? Alors, Romy vient d'avoir 10 ans et Lou vient d'avoir 4 ans. Ok. Donc en fait, on a fait une grosse razzia chez Family Affaires pour les deux. Et vous trouvez tout. Ouais. Les filles, c'est facile en plus. Alors après, voilà, j'ai des filles, mais ils ont aussi une super sélection pour garçons. Et on a trouvé les maillots de bain. Enfin bon, en fait, ils ont du déstockage aussi. Ils n'ont pas forcément que de la seconde main. Et donc ouais, non, j'adore. Et puis alors, pour le coup, on peut avoir du bon point. Oui, c'est ça. Ma fille, elle a un jean Chloé. J'aimerais d'avoir le même jean qu'elle, quoi. Enfin, tu peux te permettre plus de marques en seconde main pour les enfants parce que ça grandit trop vite. C'est déjà ça. Que tu vas pas acheter un jean. Le jean Chloé avec la ceinture tressée. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois très bien. Sublime, un peu pas de bœuf et compagnie. Donc voilà, 40 € pour elle, quoi. Ouais. Oui. Et je lui ai dit, moi je rêve, je le cherche depuis des années. Enfin voilà. On a trouvé une deuxième recherche. Si jamais vous voyez le jean, n'hésitez pas. Je vois très bien. Alors moi j'ai pas d'enfant, mais je vois très bien. Par contre, j'adorerais trouver des trucs pour mes chiens en vintage. En vintage. Ouais. Bon, après, je leur achète que des trucs de seconde main. Les peluches qui te défoncent en 2 secondes sont tirées de brocante, 50 centimes. Voilà, de toute façon, ils préfèrent que le carton et les bouteilles en plastique, donc ils sont pas pénibles. Mais c'est vrai que j'aimerais bien leur trouver des belles selleries et tout de vintage, quoi. Ah, après, ça se... Chez des Bouddhas français, ça se... Oui, tu vois, ça s'habille, voilà. Comment tu imagines l'avenir du vintage ? C'est l'avenir tout court, je pense sincèrement. Après, moi je m'habille pas forcément qu'en vintage parce que. Oui, mais tu vas chercher plus des marques de fabrication françaises ou européennes comme faisait Mode Trotter en fait. Et j'ai très, en fait. J'ai des amis qui sont stylistes, etc. Et donc j'adore. Alors évidemment, il faut que ça me plaise. Hein. Bien sûr, j'achète pas non plus les choses qui me plaisent pas, mais voilà, j'ai des amis qui ont monté leur marque et que j'aime soutenir et que parce que leur style est génial, etc. Et que c'est du recyclage de tissus, d'utiliser de l'upcycling, etc. Après, il y a aussi... j'ai plein de... Finalement, j'ai plusieurs amies et donc je vais chez elles. C'est important de se soutenir mutuellement. C'est important de se soutenir et puis bon, elles sont sustainable, quoi. Donc on va... moi, j'aime bien soutenir ce concept-là. Petite production. Je dis pas que je dévie de temps en temps sur un bon petit polyester. Ça fait du bien à tout le monde. Mais... Je comprends. Mais bon, bah voilà, enfin c'est... avec l'âge également, j'ai changé un peu de style. Avant, j'étais très imprimée, très machin, etc. Maintenant, je me suis calmée un petit peu. Après, j'ai toujours un style un peu qui sort un peu de tous les... du commun des mortels, on va dire. Mais je me suis un peu arrêtée au niveau avant. Je mettais des poids avec des rayures et des cœurs et des machins. Enfin, ça me gênait. Très Mode Trotter, finalement. Ça me gênait absolument pas. Maintenant, j'avoue que bon, je me suis un peu plus assagie en fait là-dessus. Mais parce que je me suis avancée dans l'âge. Mais j'étais passé 40 ans, mais tu les fais pas. mais voilà, en gros, par contre, j'adore chiner des vestes. D'accord. Ouais, c'est ma kryptonite aussi. Alors ça, les vestes, mais c'est... c'est le premier truc que t'as regardé quand t'es arrivée d'ailleurs. J'ai un truc avec les vestes. Bon, déjà, les vestes bleu marine, elle a une sorte de toque avec le bleu marine. D'accord. Mais les vestes, en général, c'est mon Graal. Et donc, j'en ai vu une la dernière fois. Bon, je l'ai laissé passer parce que c'était une Saint-Laurent, elle était quand même à 500, etc., 580, avec des énormes épaulettes, avec des poids, des machins que ça. Je suis si on se revoit dans le podcast dans 3 mois, tu m'en reparleras encore. Peut-être que je t'en reparlerai encore, etc. Mais finalement, bon. Enfin, après, j'ai vu qu'elle était aussi sur Vinted, donc pour l'instant, je l'ai pas loupé. T'as une deuxième chance. Mais effectivement, voilà, la veste que je porte aujourd'hui, que je portais parce qu'il fait beau et chaud, donc voilà, est une vintage que j'ai chopée au puce. Voilà. Et ça, c'est un truc que j'adore. Plus même les vieux manteaux avec les grosses épaules, moi j'adore. 80, j'adore. Moi, je pense qu'une de mes masterpieces, c'est un manteau que j'ai acheté donc chez Jeannette, qui est quasiment le cas de tous mes manteaux, puisque Jeannette a vraiment un truc avec le cuir que... Enfin, moi, je suis là, et elle a vraiment un truc aussi, Joséphine, avec le cuir, du coup. C'est une veste qui est en cuir, je pense, années 80-90, et en même temps,
t'as des gros emplacements à fourrure. Bon, à chaque fois, alors, soit on me regarde comme un ovni, ou Jon Snow, ou machin, mais j'ai toujours au moins un compliment sur cette veste. Oui. Je l'adore. Oui. Et je sais que tout le monde pourrait pas la porter, et moi, je l'adore. Vraiment. Mais ça, c'est un truc, le regard. On s'en fiche en vrai. Moi, j'ai toujours des gros bijoux, j'ai toujours des chapeaux, j'ai toujours des. Tu le fais pour toi, en fait. Tu le fais pas pour les autres. Je m'en fous. Alors après, effectivement, si tu vis au fin fond de la Meurthe-et-Moselle, je dis pas que, effectivement, dans le petit village, ça peut choquer un peu tout le monde. Oui, mais moi, je m'en foutais un peu. Et encore, moi, mes parents, en fait, je descends toujours à Lorgues, dans le Var, qui est une petite ville de 12 000 habitants. Et j'arrive toujours avec mes grandes robes, avec mes énormes manches, etc. J'aime beaucoup une marque qui s'appelle The Label Edition, qui n'est pas du tout vintage, mais qui est un petit peu dans le côté sustainable, etc. quand même. Okay. Donc, et qui a des grosses manches avec des gros volants, etc. Et ma mère a fait, oh, tu vas pas sortir comme ça. J'ai fait, bah si, c'est moi, c'est comme ça. C'est toi. C'est moi, donc exactement, ça fait partie de ta personnalité, en fait. Tu montres un peu de ta personnalité aux gens, en fait. Effectivement, le fait de vivre à Paris, on va pas se mentir, ou à Lille, je pense que pour toi, quand même, c'est pareil. Je suis quand même toujours beaucoup regardée. Mais moi aussi, maintenant, je m'en fiche, quoi. Je vais te dire, dans le métro, je pense que j'ai des regards de tous les côtés. Enfin, puis quand tu décides de t'en foutre, clairement, hein, et ben t'as l'impression qu'il y a quand même plus de regards positifs parce que les gens te sourient. Exactement. Il faut vraiment prendre ces regards-là, en fait. Moi, j'ai dit toujours, quand je bossais chez moi trotteur, à la boutique, je disais toujours, il n'y a rien de plus merveilleux que vous tenir droite, de vous regarder et dire je me sens belle. Ok, je suis avec une robe à paillettes et on est un mardi après-midi et je vais sortir, mais je me sens belle. Et si vous vous tenez droite avec la tête haute, etc., vous n'aurez jamais aucune réflexion. Si vous vous tenez avec les épaules... Finalement, c'est comme si on avait honte et qu'on n'assumait pas, quoi. Exactement. Et donc, du coup, plus vous mettrez des gros bijoux, etc., mais que, hop, vous serez... ou des vêtements complètement dingos, etc., mais que vous tenez droite et que vous avez la tête haute, etc., et que vous foncez vous êtes droit dans vos bottes, il y a aucun... D'ailleurs, c'est peut-être même la robe qui fait que, hop, tu as envie de te tenir droite, quoi. Exactement. Pour moi, vraiment, c'est marcher fièrement et assumer, mais assumer pas dans le côté, là, il faut que je m'assume parce que sinon, tu avais des réflexions. Non, au contraire, ça se fait hyper naturel. C'est naturel, ouais. Voilà. Donc, si tu l'aimes et c'est exactement, tout, quoi. Exactement. Et on s'en fout de porter un mardi après-midi une robe à paillettes. Complètement. On est jeudi et je porte une robe qui me fait ressembler à Médusa. Exactement. Parfait. Moi, j'ai une robe de mariée aujourd'hui. Mais parfait. Tu vois, regarde. Aujourd'hui, d'ailleurs, je fais un coucou à Romée parce qu'elle a fait une collaboration avec Azéline, qui est une marque de créateur de robes de mariée. Et elles ont fait c'est une robe de mariée. Donc, je suis en robe de mariée aujourd'hui. Elle est en soie. Elle est en soie. Elle est sublime. Donc, c'est voilà. Et effectivement, on dirait que je sors de la mairie et que... une robe blanche, c'est une robe blanche, quoi. Une robe blanche. Moi, j'adore le blanc en été. Moi, j'ai reporté ma robe de mariée, là, il y a pas longtemps. Mais oui, avec une paire de 3 tenues, il faut bien que je les... 3 tenues et toutes de seconde main. Donc, honnêtement, je l'ai là pour mes mariages le 22 avril, je l'ai remis ma robe. Bon, j'ai eu super froid alors que l'année dernière il faisait pas aussi froid, mais je l'ai reporté. Mais alors moi je rentre plus dedans malheureusement, mais ma robe de mariée, mais elle était très jolie, de 2010. Mais elle se reporterait. Mais elle se reporterait. C'était pas une espèce de grosse meringue. Non. C'était une. Alors je l'avais fait faire par une couturière indépendante. Ok, trop bien. Donc j'étais pas allée chez des grosses marques, etc. Et en gros, j'avais repéré dans un film une robe de mariée. J'avais dit, voilà, je veux tu veux ça, quoi. Et en fait, c'était donc une robe un peu dans la même soie que la robe que je porte aujourd'hui. Et avec une ceinture noire en satin. Trop bien. Voilà. Et donc j'avais quand même une longue traîne, etc. Mais que je pouvais retirer et pour pouvoir danser, etc. Et voilà, donc c'était... Alors moi ma dernière tenue, c'était une combi short en grosse dentelle que j'ai beaucoup remis, ça me fait beaucoup celle-là. Je voulais être très à l'aise et tout ça. La robe du milieu était une mode trotteur. Je sais pas si tu te souviens, ce modèle à manches 3/4 et très patineuse, très courte néanmoins. Oui, il me semble de Brigitte. Oui, il me semble que c'est ce modèle-là. Et je l'adore. Et je pense que j'ai été tellement à l'aise, parce qu'en plus on faisait une partie du chemin à pied, que j'étais
très à l'aise et j'ai adoré. Donc merci Marie, parce que c'était vraiment une où je me suis sentie plus à l'aise, tu vois. Et la première, en fait, c'était 2 robes que j'ai fait coudre entre elles parce que je préférais le haut et le bas d'une autre. Donc voilà, mais tu vois comme quoi. C'est génial. En fait, je pense que de toute façon, maintenant, les mariages, ça se fait de plus en plus, en fait. Et on a été peut-être un peu... Alors, moi, ça date de 2010, donc... mais je me suis mariée à Vegas aussi. Incroyable. Civilement. Et pareil, en fait, j'avais une robe, mais à l'époque, c'était hyper à la mode, m'en voulez pas. Mage. Et, oui, c'est vrai que c'était hyper à mode à l'époque. Et donc, je mettais une petite robe mage, etc. Mais enfin, bon, c'était... Est-ce que tu accepterais que tes filles te prennent tes robes et les portent pour leur mariage? Tes robes de mariée? Ah, mes robes de mariée alors, bon... en fait, j'ai tellement déménagé. Ouais. J'ai tellement déménagé que, en ayant vécu 6 ou 7 ans en fait aux États-Unis, que j'ai appris en fait à vider, à ne pas garder et accumuler. Donc ça, j'accumule. Faut pas croire non plus. Je suis. Mais le cabage avec mu quand même. Voilà. Mais c'est là que j'ai appris. Donc ma première robe de mariage civil. Ouais. Je suis pas sûre de la garder. Mais par contre, du coup, comme on s'est mariés aux États-Unis, parce que mon mari est franco-américain. D'accord. Et après, en ayant vécu aux États-Unis, je suis devenue aussi américaine, franco-américaine, etc. Mes filles sont... ma première fille est née à New York. Et donc, elles ont toutes les deux la double nationalité. Et qu'est-ce que je voulais dire par là? Je ne sais plus. Oui, je me suis mariée donc en plein hiver, chose qui était absolument pas du tout... ça ne se faisait pas du tout en 2010. Mais alors, vraiment, genre, j'étais un ovni. Tout le monde m'a dit, vous êtes sûre, mademoiselle? J'étais là, oui, de toute façon, j'ai pas de choix. En fait, il fallait attendre 6 mois avant que les bancs, en fait, pas les bancs, que ce soit le certificat de mariage en fait soit traduit. Oui, ok, d'accord. Et donc du coup, il fallait attendre administrativement 6 mois. Et donc, je me suis mariée un 18 décembre au Batignolles. Il neigeait et j'avais des gerçures aux pieds. Et donc voilà. Mais t'as gardé la robe? Et j'ai gardé la robe. Voilà. Et là, elle pourrait te la prendre celle-ci? Si, elle pourrait tout à fait me la prendre et peut-être enlever un peu le côté manche-ballon. L'upcycler à nouveau pour se la transmettre. Exactement. Ça peut être un très beau projet de famille aussi. Mais totalement, aller chez mes parents, elle vit sa meilleure vie dans son placard. Trop bien. J'ai le droit d'être reportée. On arrive au terme de ce podcast. Ouais. Je te remercie, Anne-Sophie. J'ai adoré ce moment. J'espère que tu as aimé aussi. Vous pouvez retrouver du coup tous les trésors d'Anne-Sophie sur son Instagram Maison Jean Bijoux, ou la retrouver elle, parce que c'est un trésor aussi, sur Anso, tout attaché, sur Instagram. Voilà. Je vous dis à très vite. Ciao. Salut. Merci à tous ceux et celles qui ont suivi ce podcast jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me contacter sur mon compte Instagram ou TikTok, DYS_vintage, pour me faire vos retours et me donner vos idées de questions et de guests. Vous pouvez également m'écrire en commentaire sous la vidéo du podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Je vous dis à très vite pour plus de Chine. Au revoir.